Chapitre 19. L'homme idéal. Retour dans le cabinet de ce kiné magique, David Turcot, où je suis en train d'établir la liste de mon homme idéal à partir des défauts, transformés en qualités, et des qualités des hommes qui sont rentrés dans ma vie. On est en décembre 2021. Ça fait à peu près 3 mois que je suis rentrée de Barcelone et j'habite toujours chez ma sœur. Et me voilà, avec une liste de 7 à 10 points entre les mains, lorsque notre kiné magique se penche vers moi et me dit « C'est tout ?» Et rappelez-vous, à ce moment-là, je le regarde, lui disant que j'avais pas la prétention de vouloir ou de prétendre à plus, parce qu'on ne peut pas trouver la personne parfaite. Et c'est là qu'il me répond « Je pense que tu te trompes. On n'est pas en train d'établir la personne parfaite, celle qui n'existe que dans nos rêves et qui n'existe pas. On n'est même pas en train, en fait, d'établir la liste de l'homme idéal. On est tout simplement en train d'établir la liste de ta valeur. Redéfinir tes standards et redéfinir ce que tu vaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se revoir la semaine prochaine et pendant une semaine, je veux que tu alimentes cette liste. Je veux que tu n'oublies rien point par point. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais il a continué avec l'histoire de sa belle-sœur qui n'avait pas précisé qu'elle voulait des enfants et qu'elle était restée avec quelqu'un qui n'en voulait pas pour ensuite divorcer au bout d'une vingtaine d'années, lui reprochant de ne pas vouloir d'enfants, sauf qu'il ne lui avait rien promis. C'est là qu'il m'a dit de ne rien oublier. Même ronfler. Il ne fallait pas oublier ça si je ne voulais pas que la personne à côté de moi ronfle pour pouvoir avoir un sommeil paisible. Et il a rajouté, il est déjà là, et tu le sais. Je l'ai regardé, il m'a regardé, et il avait raison. Cet homme idéal, il était déjà là. Je sais pas combien de temps va me prendre cet épisode à enregistrer, parce que je suis super émue. C'est juste que je m'étais fait une promesse, et que ce passage de ma vie a marqué mon histoire, et surtout, a marqué ma guérison. Je me lance, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai vraiment envie de le faire. Je pourrais vous remmener en 2020, quand j'habitais encore à l'île de la Réunion, lorsque j'ai aperçu un nouvel abonné. Et parfois, il m'arrive d'aller voir qui s'abonne. Et là, j'ai découvert le compte de quelqu'un qui s'amusait à faire des montages vidéo avec... L'intelligence artificielle n'existait pas, donc c'était vraiment des montages vidéo avec Photoshop hyper réalistes, avec des stars, avec des célébrités, avec, bref, des gens très connus. Et il se mettait vachement en scène sur ces choses-là, et je trouvais ça, mais du génie total. Et le moment qui m'a convaincue à m'abonner en retour à cette personne, c'est lorsque j'ai vu qu'il a repris une scène de la série Friends. Je sais pas comment expliquer, c'est même pas une série, c'est-à-dire que dès que je vais pas très bien, je mets la série et c'est comme un médicament. Je sais pas comment expliquer, je pense que je pourrais l'expliquer plus tard, mais bon, là, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on regarde cette série, etc. Mais là, c'est pas le sujet. Et en fait, il avait fait un montage d'une scène, d'un des épisodes. Et il s'était mis en scène comme s'il était dans la série et c'était super drôle. Et il n'en a pas fallu moins pour pouvoir me convaincre de m'abonner à cette personne que je trouvais juste géniale. Les mois, les années ont passé. Je pense qu'on ne s'écrivait genre jamais, mais vraiment jamais, sauf une fois pour une paire de baskets, puisque cette personne est très très fan de baskets. Je pense qu'il a, je crois, 400 ou plus de paires de sneakers et qu'il avait une paire que j'adorais en story et je lui ai demandé où est-ce qu'il les avait achetées, je les ai reçues, enfin bref. C'était nos échanges qui étaient juste le strict minimum, sauf qu'à cette époque-là, ma présence sur Instagram était en dents de scie. Je vivais des épisodes assez traumatisants, horribles, appelez ça comme vous voulez, où voilà, je devais gérer en fait, un état de survie. Et être sur Instagram, présente sur les réseaux sociaux, c'était un petit peu moins ma priorité, ou du moins je n'avais plus l'énergie pour ça. Et c'est vrai qu'il y avait quelques abonnés qui s'inquiétaient des fois, dont lui. Je me souviens avoir reçu un message pour me dire j'espère que ça va, on ne voit plus. Et en fait, j'ai répondu que ça n'allait pas très bien avec la personne avec qui j'étais, avec Georges, et que on était en train de se séparer puisque c'était le moment où j'avais fait mes cartons, que je voulais partir, et puis qu'ensuite j'ai rencontré quelqu'un. Et ça nous ramène à l'épisode de la pire nuit de toute ma vie que je vous ai raconté dans l'épisode 13 ou 14 ou 15, enfin bref, dans cette tranche d'épisode-là. Mais bref, je ne lui ai rien raconté, juste dit que ça n'allait pas dans mon couple et que c'était pas facile, mais que ça allait le faire, quoi. Et puis il est venu à reprendre des nouvelles quelques mois après, et puis je lui ai dit que
Finalement, on avait décidé de se relaisser une chance avec Georges, ce qui n'était pas vraiment le cas. Enfin, oui et non, puisque Georges m'avait en quelque sorte obligé n'est pas le mot, séquestré non plus, mais en gros, après l'épisode de cette nuit horrifique, m'avait prévenu comme quoi il fallait que je reste avec lui, sinon ça allait très mal se passer. Et que de toute façon, personne ne voulait de moi, et qu'après tout ce qu'il m'avait fait, à part lui, personne ne voudrait de moi. C'était clairement sous la contrainte et la peur que je restais dans cette relation. Mais encore une fois, pour faire bonne figure, je dis à cet homme que tout va bien et que j'ai décidé de relaisser une chance à mon couple. Et ouais, à cette époque-là, je savais extrêmement bien faire semblant. Parce que c'était un mode de survie, en fait. Et une manière pour moi de me protéger et de voir, comme on dit en anglais, le bright side, c'est-à-dire la partie la plus lumineuse, et me convaincre, en fait, que c'était pas si horrible que ça. Ensuite, souvenez-vous, je suis rentrée à Barcelone depuis La Réunion, étant le fantôme de moi-même. Il n'y avait vraiment plus rien à l'intérieur, sauf un espoir immense que tout finirait par s'arranger. Comme une confiance et une sérénité qui me disaient ça peut pas se terminer comme ça. J'ai confiance en moi et je sais que tout ira bien. On est alors en août 2022, juste avant que je m'échappe. Et, euh, et même si beaucoup d'entre vous ont compris de qui je parle, ou vont comprendre par la suite, on va appeler cet homme Tony. En août 2022, je ne sais plus pourquoi et comment ça se fait, mais c'est là qu'on a commencé à échanger avec Tony de plus en plus. Et évidemment, absolument rien n'était envisageable, puisque j'avais la tête complètement en mode survie, comme je vous le dis et je me répète depuis tout à l'heure. Seulement un soir, après une période violente, je dis à Tony par message, on communiquait que par Instagram, et je lui dis écoute, j'ai besoin de me confier à quelqu'un de masculin que je ne connais pas et que je ne verrai de toute façon jamais. J'ai commencé à lui raconter des bribes de ce que je vivais, mais évidemment pas tout. Pas tout parce que tout ce que je vous ai raconté, je ne l'avais jamais raconté à personne avant. Et il y avait beaucoup de honte, il y avait beaucoup de déni. Mais je sais même plus si j'ai raconté la violence physique, mais en tout cas, le twist émotionnel et psychologique qu'il y avait, ça a commencé par raconter que quand je lui amenais son café le matin, des fois je me le faisais envoyer baldinguer parce qu'il était froid. J'ai raconté à Tony que je me levais le matin et que je savais pas sur qui j'allais tomber en fait en face de moi. Mais en même temps, j'ai pas dit que j'avais peur. Enfin, il n'y avait pas un climat d'urgence, mais un climat juste assez pour que j'ai une réaction. Un homme super bienveillant qui m'a dit mais attends, mais tu peux pas rester comme ça, faut que tu partes en fait, c'est quoi cette histoire? Et qui en fait, tel des épisodes Netflix, a suivi les étapes de mon évasion. Donc c'était une relation virtuelle. J'allais dire comme on pourrait l'avoir avec ChatGPT aujourd'hui, mais c'est absolument pas ça, bien évidemment. Mais je veux dire, dans le sens où rien, mais rien ne laissait entendre qu'on allait se rencontrer un jour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis confiée. D'ailleurs, lui m'avait confié sa sensibilité par rapport à la personne avec qui il était et qu'il se surprenait parfois à avoir des larmes de joie quand il la voyait rire. Et je me souviens l'avoir remercié avec une grande sincérité et une admiration pour le couple qu'ils étaient. Parce que ça m'avait redonné foi en l'amour, en la relation de couple et en la relation qu'un homme peut avoir avec sa conjointe. Je me souviens m'être dit, moi aussi un jour, j'aurai droit à ça. Quelqu'un de sensible, d'empathique et qui n'a pas peur de montrer ce qu'il ressent. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère. Juste une relation saine où on peut se dire les choses. On peut se dire je suis triste. On peut se dire je sais pas. On peut se dire j'ai peur. On peut se dire je suis déçue. Sans que ça prenne des proportions dramatiques comme ça a toujours été le cas dans mes anciennes relations, qu'elles soient de couple, d'amitié ou de famille. Quelqu'un de drôle. Ou en tout cas, quelqu'un qui me fasse rire. Quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui est investi dans la maison, puisque Tony, c'était quelqu'un non seulement de drôle, mais qui mettait en scène la façon dont il faisait le ménage chez lui, la façon dont il faisait à manger chez lui. Et en plus de cette gentillesse, de cette empathie, de cette bienveillance, ça m'avait donné espoir. Des gens gentils, ça existe. S'ensuit mon évasion, mon installation chez ma sœur, et nous revoilà à nouveau dans ce cabinet, en train d'écrire la liste de mon homme idéal, et ce David Turcot, ce kiné magique, il me dit « Mais il est déjà là et tu le sais ». Quand je me remémore toute cette histoire, je me dis « Mais c'est pas possible, c'était évident ».
Et à la fois, dans le moment présent, absolument pas. Puisqu'avec Tony, on a continué à discuter, à discuter, à discuter, sans aucune ambiguïté. Quand on a compris qu'on parlait beaucoup trop, on a mis un frein, on a mis un stop, parce que même si il ne se passe rien, on a arrêté de se parler. En attendant, je continue la liste de cet homme idéal. Je me souviens aller à la plage du Roé, pour ceux et celles qui connaissent, dans le sud, m'asseoir sur les rochers, avec les vagues qui frappent et l'hiver doux qu'on a dans le sud. Et je me souviens parler à la mer et répéter les phrases de mon homme idéal à voix haute en me disant: je sais que tu existes, tu es généreux, intuitif, on se comprend sans même qu'on ait besoin de parler. Tu seras un père merveilleux, à l'écoute, de confiance. On sera admiratifs l'un de l'autre. On se tirera toujours vers le haut. Nos disputes ne durent jamais. Tu ne te laisses pas faire et tu sais surtout te remettre en question et t'excuser. On ne s'endort jamais fâché, c'est la règle. Et même si l'on est blessé, on ne blessera jamais l'autre intentionnellement. On saura laisser nos égos de côté pour pouvoir avancer. Et tant de points qui en sont arrivés à une liste de 80. Ouais, je sais ce que tu te dis en écoutant ça. 80 points, c'est énorme. Et comme je répète, il ne s'agissait pas vraiment coche les 80 points de cette liste. Et à la fois, j'ai lu le livre de Viola Davis, une actrice américaine qui a subi une enfance assez terrible, mais en tout cas qui est interviewée par Oprah Winfrey, qui raconte toute son enfance, etc. Je vous mets le lien de l'interview, je crois qu'il est sur Netflix, dans la description. Après, aux États-Unis, ils sont très proches de Dieu, hein, donc elle a dit à Dieu: je vais te faire confiance, je vais te confier la liste de mon homme idéal, et s'il arrive, je te jure que j'irai à l'église tous les dimanches. Et l'homme est arrivé, et j'ai entendu plein d'histoires comme ça, où faire une liste, c'est pas totalement anodin non plus dans le chant quantique, etc. Mais on aura l'occasion d'en discuter quand on fera l'exercice ensemble, quand on passera aux épisodes un petit peu plus, on va dire un peu plus traditionnels, comme un podcast plus traditionnel que Super Milo qui vous raconte sa vie en épisode Netflix. J'ai jamais voulu me marier, ou j'ai jamais voulu en tout cas avoir des enfants. J'ai jamais rêvé de la grande robe blanche, mais ça n'a jamais été mon rêve. Par contre, je sais qu'avec cet homme-là, j'aurais envie de me marier. J'aurais envie d'avoir des enfants. Et dans cette liste, j'avais rajouté parce que c'est toi, en référence à la chanson d'Axel Red. En revanche, une chose que très peu de gens savent, et que j'ai envie de vous dire, maintenant tout le monde le saura, oui, mon rêve, ça a toujours été la danse. À plus ou moins de niveaux, à plus ou moins de, on va dire, d'état, que ce soit en tant que danseur international, que ce soit prof de danse, que ce soit danse-thérapeute, ou que ce soit leader international avec comme outil la danse. Mon vrai rêve a toujours été celui d'avoir une famille. Ma famille. Peu importe le nombre de membres de cette famille. Parce qu'une famille, c'est avant tout 2 personnes. Alors oui, je dois vous l'avouer. Mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'avoir une équipe. Tu sais, comme on dit on est les et le nom de famille. Par exemple, les Mitchell, les Michel, les Dupont, les whatever. On est les. Être un socle, un port, un pilier soudé. S'habiller pareil et être complice. Gérer les tempêtes et les ouragans comme si on était dans un bunker et que rien ne pourrait nous arriver tant qu'on est ensemble. Après cette séquence émotion, quelque temps après, Tony et moi avons repris des nouvelles l'un de l'autre. Il a réglé ses affaires de son côté, j'ai réglé mes affaires du mien, et un lien presque fusionnel, pour pas dire fusionnel, s'installe. À l'autre bout du pays, on peut sentir quand l'un se réveille, quand l'autre est malade. Physiquement, c'est quand même déroutant, on est vraiment très connectés. Comme si une force extérieure nous avait mis sur le chemin l'un de l'autre. Moi, la pile électrique aux 1000 projets, et lui, le calme très ancré. Nos univers ont su coexister, s'apprivoiser, se compléter. Parfois se heurter, forcément. Tous les deux avec beaucoup de points communs, beaucoup de centres d'intérêt partagés pour la musique. Et surtout, point qui était super important dans cette liste, un amour pour l'univers Disney et Disneyland partagé. Voire parfois, je me demandais si c'était pas plus de son côté que du mien. Pour moi, c'était super important que je puisse continuer à rêver, à m'émerveiller, à être une enfant. Ou alors plutôt, comme j'adore vous le dire, on ne retrouve pas son âme d'enfant. On retrouve son âme tout simplement. Et je pense que j'étais en train de retrouver mon âme, tout simplement. Pour la première fois de toute ma vie, je crois, personne ne me disait que je comprenais rien, qu'il fallait que je redescende sur Terre.
après toute cette violence accumulée, toutes ces années à être brimée, à être remise en question, à être pas à ma place, j'avais enfin l'espace et un endroit pour pouvoir être moi. Et si ça me tient autant à cœur de vous en parler aujourd'hui et dans cet ordre-là, c'est parce que ça fait partie de ma guérison. Et encore une fois, je ne vous dis pas que guérir, c'est se mettre avec quelqu'un d'autre, pas du tout. Je veux vraiment que vous entendiez que la vie m'a mise les bonnes personnes, les bonnes situations, lorsque j'en avais besoin. Cet homme ne m'a pas guéri, et on était tellement d'accord tous les deux sur ce sujet. Cet homme ne m'a pas sauvée. Cet homme m'a laissé l'espace pour que je puisse me guérir et me sauver moi-même. Le pauvre lui qui avait une vie assez paisible, je suis arrivée comme un ouragan dans sa vie. Et je sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fait la promesse que la personne que je rencontrerais, la personne qui rentrerait dans ma vie, ne serait au courant de rien de ce que j'ai vécu. Et je vous avais dit que c'était raté. Ouais. Parce que cet homme idéal en savait assez sur mon passé pour comprendre que il se passait des choses terribles. Et à la fois, c'était un sujet presque de dispute entre nous parce que c'était dur en fait. Je sentais que ça ne pouvait pas exister dans cette bulle qu'on s'était créée. Et donc je vivais avec ce truc qui parfois ressortait en crise de larmes, en crise d'anxiété, puisque j'étais clairement dans un syndrome post-traumatique par moment où il y avait des pleurs, je savais même pas pourquoi je pleurais, et surtout l'impression de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir être entendue ou soutenue de la part de quelqu'un en face qui n'avait jamais connu un monde aussi violent. En tout cas, c'était extraordinaire de voir nos enfants intérieurs s'exprimer. Parfois, j'avais même l'impression d'avoir 14 ans à nouveau, avant que mon adolescence et ma vie de jeune fille me soient volées. J'avais l'impression d'avoir fait un saut dans le temps pour réécrire l'histoire. À côté de ça, cet homme idéal a suivi tout ce qui va se passer juste après. Il a été le premier témoin et le premier cheerleader, le premier supporter, le premier soutien de cette évolution fulgurante que j'ai fait ces 2-3 dernières années. Grâce à lui, j'ai pu mettre en place des choses techniques dont je n'avais pas du tout idée comment elles fonctionnaient. J'ai découvert un monde de technologie, de Game Boy, de jeux vidéo que je connaissais déjà parce que je suis quand même une adepte des Sims et une adepte des jeux de gestion, une adepte des Mario Kart bien évidemment et des jeux d'aventure. C'est comme vivre une adolescence avec tous les avantages d'une vie adulte. Ouais, j'ai eu l'espace pour me sauver. Et aujourd'hui, bien qu'il n'écoute pas les podcasts et que je n'ai absolument pas fait cet épisode pour qu'il l'écoute, j'ai une profonde gratitude pour cet homme qui m'a permis de guérir et qui m'a donné l'espace et le temps pour me sauver moi-même. Cet homme, vous l'aurez compris, c'est celui que beaucoup d'entre vous appelaient l'oreillette, puisque c'était celui qui était responsable des couacs techniques quand j'étais en live et en masterclass. Et bien que sans nous en rendre compte, quelques ombres étaient en train de s'inviter au tableau, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui s'il n'avait pas été dans ma vie. On se retrouve dans le prochain chapitre, le chapitre 20, le chapitre qui va parler de toute la construction pierre par pierre de la personne que je suis aujourd'hui, de ma mission de vie, de ce que je transmets, de comment j'ai pris ce passé, comment j'ai pris cette histoire pour la transformer en une force et qu'elle ne reste pas un trauma silencieux dont on a honte de parler, mais qu'au contraire, elles servent à révéler toutes les femmes que je croise. Parce que oui, ce prochain chapitre, ça y est. Parce qu'à partir du prochain chapitre, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Et vous allez comprendre comment je suis passée d'une femme éteinte à cette leader révélatrice de puissance. Où que tu sois, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour 1.